ce débat, enfin voilà, donc cette courte présentation du bouquin Charles Martel, La bataille de Poitiers, de l'histoire au mythe identitaire, donc c'est ça, il vient de paraître chez Libertalia pour ceux qui ne sont pas au courant. Voilà, donc par rapport à ce bouquin, pourquoi est-ce qu'on a fait ce bouquin avec Christophe Naudin? Très rapidement, donc on a fait ce bouquin un peu dans la continuité de notre travail déjà précédent par rapport aux historiens de garde, donc l'histoire, la polémique qui avait lieu notamment autour des bouquins de Laurent Deutsch par rapport à l'histoire. Moi je voulais un peu remonter sur l'actualité en fait. Bon là vous êtes au courant, on est le 8, il y a 2 jours ou 3 jours, donc Robert Ménard a annoncé qu'il faisait des statistiques ethniques ou religieuses, ou ethnico-religieuses, quel que soit le nom qu'on donne à ça, par rapport aux enfants dits musulmans, voilà, ou pensés comme musulmans dans ces écoles. Et derrière ça, en fait, il y a l'idée que, une idée qui fait maintenant florès à l'extrême droite et dans la droite aussi, une partie de la droite, l'idée du grand remplacement. C'est-à-dire en fait que la France serait envahie de manière souterraine par une armée, une horde de musulmans. Eh bien bon, cette idée-là, qui a été popularisée par Renaud Camus, mais c'est pas lui qui a eu l'idée, hein, c'est pas le premier à dire ça évidemment. Renaud Camus, donc c'est un historien qui était à droite et maintenant qui est clairement à l'extrême droite, hein, qui a popularisé ça dans un bouquin qui s'appelle Le Grand Remplacement, si j'ai bon souvenir, qui date de 2011. Et donc en fait, en l'occurrence, cette idée-là du grand remplacement, elle a des causes politiques, elle a des causes sociales et des causes économiques, hein, cette idée cette popularité de cette idée-là, mais elle a aussi des justifications historiques. Et la justification historique première, c'est de dire que, concrètement, depuis le début de l'islam, en fait, il y aurait un choc permanent entre l'islam et l'Occident, entre l'Orient islamique et l'Occident chrétien, et que, quelque part, nous serions en train de vivre un des ultimes soubresauts, ou le soubresaut le plus contemporain. Et que le premier choc entre l'islam et l'Occident chrétien, ça aurait été justement Charles Martel et la bataille de Poitiers, donc cette bataille de 732, où Charles Martel aurait arrêté une invasion musulmane. Sauf que le problème, c'est que cette idée de penser le monde entre deux blocs, hein, notamment le monde occidental et oriental entre deux blocs, donc d'un côté l'Occident chrétien et de l'autre l'Orient musulman, eh bien c'est pas une idée qui est si ancienne que ça. C'est une idée en fin de compte extrêmement récente et quelque part qui est redevenue populaire, qui a existé au début du 19e siècle, hein, j'en parlerai un petit peu après, mais qui est redevenue populaire à la fin du 20e siècle, notamment à travers la popularisation du concept de choc de civilisation. Le choc de civilisation, donc c'est ce fameux concept qui a été inventé par Samuel Huntington en 1993 dans un article qui est très célèbre, qui est accessible en ligne maintenant, hein, dans la revue Foreign Affairs, donc qui conceptualise le fait que, en gros, au XXe siècle, le XXe siècle aurait été le moment où ce serait affronté deux blocs idéologiques, hein, en gros, pour simplifier, le libéralisme et le totalitarisme. Et maintenant, vu qu'à la fin du XXe siècle, il y a eu la chute du mur et la fin de l'Union soviétique, en 1991, eh bien, ce conflit idéologique se serait terminé et en fait seraient réapparus les vieux conflits ethniques, religieux, toujours, encore une fois, là je cite entre guillemets, en tout cas je vous donne la pensée d'Huntington en condensé. Hein. Et évidemment, Huntington écrit ça dans le feu de l'actualité, vu qu'évidemment, quand il écrit ça, il pense principalement et même uniquement au conflit yougoslave, hein, qui a vu en effet une fédération de type socialiste, d'accord, éclater, quasiment du jour au lendemain, éclater, et pour éclater en petites parcelles nationalistes. Hein. Alors le problème c'est que Huntington, quand il dit ça, pour lui il analyse le conflit yougoslave entre choc Orient-Occident, choc entre islam et chrétienté, mais il ne voit pas que derrière ça il y a aussi des causes économiques, des causes nationales. Évidemment il y a un fort courant nationaliste qui existait déjà avant, hein, et sur lequel en l'occurrence Tito et les chefs yougoslaves avaient eux-mêmes un peu soufflé. Voilà. Donc ça, c'est cette espèce de concept-là qui est aujourd'hui repris pour expliquer tout, et y compris repris pour expliquer la bataille de Poitiers. Et en fait, en l'occurrence, plein de gens aujourd'hui, là vous avez justement, c'est intéressant, là c'était hier ou avant-hier, il y a sur le site Boulevard Voltaire, que je vous invite à consulter régulièrement, parce que c'est un grand site de poètes, non, en l'occurrence c'est quand même très intéressant. Vous avez donc très intéressant de voir un peu
parfois les lignes bougent et comment sont récupérés des événements historiques. Là, par exemple, vous avez donc Bernard Cassin, qui est le fondateur de Riposte Laïque. Pierre Cassin, voilà. Alors, autant pour moi, Pierre Cassin, qui est fondateur de Riposte Laïque, qui a publié un article qui s'appelle, alors je cite de tête, en gros, la bataille de Poitiers et Sétif, d'accord, hein. D'accord, en gros, il dit qu'il ne faut pas s'excuser pour la bataille de Poitiers, tout comme il ne faut pas s'excuser pour Sétif. Et donc, quelque part, il analyse les massacres de Sétif, d'accord, sous l'angle du choc des civilisations. Quelque part, les massacres de Sétif, ou en tout cas, pour lui, ce qu'il analyse comme une bataille à Sétif aussi, hein, ça serait encore une fois un choc entre l'islam et l'Occident. Sauf qu'encore une fois, quand on fait un minimum d'histoire de l'Algérie et de la décolonisation de l'Algérie, ça n'a rien à voir, hein, d'accord, hein. Il n'y a personne, d'accord, en 1945, qui criait Vive Allah, d'accord. Les Algériens se battaient pour une cause nationale, d'accord. Hein, même si beaucoup étaient, évidemment la majorité étaient musulmans, l'islam n'était pas mis en avant, d'accord. Hein. C'était plutôt un facteur de national, enfin le mouvement de libération nationale algérien était un mouvement de libération nationale arabe, d'accord, hein, qui mettait en avant le nationalisme arabe, voire le socialisme, d'accord. Donc vous voyez encore une fois, vous avez une espèce de déformation de l'idée, de cette idée, bonjour, une déformation de l'histoire qui tend en fait à analyser tous les événements historiques, notamment où il y a eu des affrontements entre un bloc occidental mythifié et un bloc oriental complètement fantasmé, à analyser tous ces événements à travers le prisme du choc des civilisations. Et Poitiers, évidemment, est symptomatique, c'est quelque part la base, hein. Là c'est pareil, je regardais, on m'avait envoyé, maintenant on m'envoie, c'est rigolo maintenant on a sorti un bouquin là-dessus, on m'envoie tous les liens qui parlent de la bataille de Poitiers. Alors maintenant on m'envoie même parfois des mugs, des copains et ils chargent ça pour ça, on m'envoie des photos de mugs Charles Martel, Poitiers, qui sont faits par l'extrême droite. C'est quand même assez fascinant, mais par exemple vous avez une émission sur France 5 qui s'appelle J'irai dormir chez vous. Hein, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est un type qui a une espèce de caméra comme ça et tout, hein, et donc il marche dans la rue, et là il marchait dans la rue d'une ville américaine, je crois que c'est à Nouvelle-Orléans, mais je suis pas sûr. Et donc il est en pleine nuit, il est au milieu de bars, et tout d'un coup, il y a un type qui l'aborde, un Américain bien yankee, avec une bonne tête de Marines, quoi, et qui l'aborde un Poitiers pété, qui fait ouais mais attendez, vous en France, vous êtes la première ligne de défense contre l'islam, il ne faut pas vous laisser faire, etc. et tout. Souvenez-vous, refaites comme Charles Martel. Voilà, un Américain qui sort ça au milieu de Nouvelle-Orléans. Et c'est assez fascinant de voir ça, c'est qu'en effet, aux États-Unis, alors que Charles Martel c'est un personnage extrêmement secondaire, maintenant c'est repris par plein de gens parce que justement il y a eu ce travail d'Huntington, hein, qui justement dit voilà, quelque part, la bataille de Poitiers, c'est vraiment le premier choc entre l'islam et l'Occident. D'accord. Et d'ailleurs, vous avez un membre, un représentant du Congrès qui s'appelle Alan West, qui est un ancien militaire qui est devenu maintenant, qui était représentant du Congrès, qui a perdu aux élections et qui est maintenant commentateur pour Fox News. Et voilà, enfin, il a lui-même, Alan West, bon, c'est un peu le spécialiste des phrases chocs, hein, c'est un peu j'essaie de faire une comparaison avec c'est un peu le Robert Ménard américain, on va dire, mais bon, en l'occurrence, voilà ce qu'il dit c'était en 2011, 2010 par exemple, dans un think tank conservateur, qui s'appelle « Vous devez étudier et comprendre ce que vous affrontez. Vous êtes en train d'affronter quelque chose qui fait cela depuis 622, donc c'est l'islam dont il parle ça. Vous voulez déterrer Charles Martel et lui demander pourquoi il a affronté l'armée musulmane à la bataille de Poitiers en 732. Vous voulez demander à la flotte vénitienne de Lépante pourquoi elle a combattu la flotte musulmane en 1571. Vous voulez demander aux chevaliers chrétiens pourquoi ils combattaient aux portes de Vienne en 1683. Vous voulez demander aux gens ce qui est arrivé à Constantinople et pourquoi aujourd'hui elle s'appelle Istanbul. Jusqu'au jour où ils font exactement ce que le livre, donc le Coran, dit. Jusqu'au jour où nous aurons une présidence qui sera à même d'affirmer cela, nous continuerons à tourner en rond parce que nous ne serons pas à même de dire qui est l'ennemi et ensuite de déterminer les véritables objectifs qui sont de protéger non seulement notre République, mais aussi la civilisation occidentale. Hein, donc encore une fois, vous avez dans cette déclaration-là l'idée que, en fait, l'islam serait un bloc uni et serait en train de menacer la civilisation occidentale. Et la première bataille qu'il cite, c'est donc cette bataille de 732. Alors, moi, si vous ne m'arrêtez pas, je suis parti. Hein, je vous dis encore une fois, donc n'hésitez pas, je suis parti pour 3 heures, il n'y a aucun problème. Hein, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, donc, chapitre 1. Non. Alors, donc, concrètement, hein. Ah non, justement, je ne vais pas le lire, comme ça vous êtes obligé de l'acheter.
Et en plus, dans le livre, il y a des images et vous n'aurez pas les images pendant la conférence. Hein. Voilà, ça c'est dommage. Donc voilà, vous louperez un peu les images. Donc, et puis en plus, si vous l'achetez, vous avez une dédicace. C'est sûr. Alors, donc, avec un dessin. Donc, très sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette bataille de 732? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, dans le bouquin, on a séparé le bouquin en deux parties. On a fait une première partie qui traite de l'histoire de la bataille. C'est-à-dire, en fait, on a placé la bataille dans son contexte historique, d'accord? Donc, du 8e siècle, d'accord? Et après, on a consacré toute l'autre partie du livre à la mémoire ou aux mémoires de la bataille, c'est-à-dire comment la bataille a été réinterprétée au fil des siècles. Parce qu'évidemment, en fonction des périodes, en fonction de l'actualité politique de l'époque, la bataille a été constamment réinterprétée, d'accord? Et parfois même, et ça c'est intéressant, elle a été aussi complètement oubliée. Par exemple, beaucoup de gens, Chateaubriand en premier, Chateaubriand, donc ce grand auteur du XIXe siècle, vont vous expliquer que la bataille de Poitiers, eh bien, les croisés au XIe siècle sont allés libérer, entre guillemets, hein, c'est Chateaubriand qui le dit, Jérusalem, sont allés à Jérusalem pour venger, d'accord, l'invasion des troupes musulmanes du 8e siècle, pour venger la bataille de Poitiers. Sauf qu'en fait, quand on regarde les textes des chroniqueurs des croisades, qui sont tous édités, hein, c'est pas, enfin, quasiment tous, mais enfin, en tout cas, il y a un énorme paquet de textes qui sont édités. Donc, on regarde tous ces textes-là, et on commence à essayer de retrouver des allusions à la bataille de Poitiers. Eh bien, il n'y en a pas. Alors, ça pose un léger problème. Si les chroniqueurs, si les croisés s'étaient revendiqués ouvertement, pleinement, consciemment de la bataille de Poitiers, d'accord, ils en auraient parlé. Ils disent, nous venons, d'accord, venger Charles Martel, nous venons continuer la bataille de Charles Martel. Non. Au XIe siècle, au XIIe siècle, personne, en tout cas dans les croisés, n'en parle. D'accord? Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Donc je reviens donc au 8e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé en 732? Donc vous avez en effet une armée. À l'époque, hein, l'Espagne, l'ancienne province d'Hispania et l'ancien royaume des Visigoths, d'accord, est occupée par des troupes musulmanes. Hein. Les troupes musulmanes sont arrivées en 711. Alors c'est assez drôle parce qu'en fait, on connaît un petit peu ce qui s'est passé. C'est que les troupes musulmanes qui étaient en Afrique du Nord à cette époque-là, je dis musulmanes et pas arabes parce qu'à l'époque, il y a quand même une majorité. Hein, là, les Arabes sont quand même extrêmement loin de leur base. La majorité des troupes sont composées de berbères, hein, d'accord. Hein. Eh bien, ces troupes sont appelées à l'aide par des nobles visigoths, qui sont des nobles chrétiens, d'accord, hein, pour régler des histoires en fait internes au royaume visigothique. Hein. Et donc c'est comme ça, hein, c'était même pas un plan prévu, hein, c'était pas quelque chose qui était prévu, mais c'est comme ça donc l'Espagne visigothique est devenue, d'accord, une Espagne islamique, hein, est devenue une partie intégrante de ce qu'on appelle l'Empire islamique. Hein. Maintenant, une fois qu'ils sont arrivés quasiment aux Pyrénées, eh bien ces troupes islamiques commençaient à continuer, parce que de toute façon l'ère d'influence visigothique allait un peu au-delà des Pyrénées. Et puis, ils ont conquis Narbonne, et puis ils ont commencé à s'affronter avec le duc d'Aquitaine. L'Aquitaine, à l'époque, c'était en gros, l'Aquitaine, ça remontait bien au-delà, d'accord, de l'Aquitaine actuelle, hein, ça remontait, ça englobait Poitiers, et certainement ça allait quasiment, en tout cas l'ère d'influence de l'Aquitaine, allait quasiment jusqu'à la Loire, hein, pour le simplifier. Donc c'était un royaume quasiment indépendant, d'accord. Et donc l'Empire islamique s'affronte avec le duc d'Aquitaine, en tout cas les troupes musulmanes ibériques s'affrontent avec le duc d'Aquitaine, et le duc d'Aquitaine qui s'appelle Eudes, au début s'affronte avec eux, les bat à Toulouse, qui est sa capitale, en 721, qui est une victoire extrêmement importante pour le coup, qui est complètement oubliée aujourd'hui, et puis il commence à s'allier peu à peu avec eux. Hein. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est là où c'est un peu compliqué pour nous, parce qu'on a cette vision, encore même nous, on a tous cette vision binaire qui voudrait dire qu'en fait, ça serait donc chrétiens et musulmans se passeraient leur vie à se taper dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour des chrétiens du 8e siècle, quand ils voient arriver ces troupes islamiques, ils sont là depuis en gros, en 721 à Toulouse, ils sont là depuis à peine 10 ans, hein, d'accord. Eh bien, ils ne savent pas ce que c'est. L'islam, ils n'ont aucune connaissance de ce que c'est, d'accord. Pour eux, et ça va continuer très tardivement, ça continue même jusqu'au 15e, 16e siècle, pour ces gens-là, les musulmans, ils ne savent pas trop, est-ce que c'est une hérésie chrétienne, d'accord, est-ce que c'est des païens, ils ne savent pas trop, d'accord, et de toute façon ça ne les intéresse pas. L'aspect religieux du côté des chrétiens n'est pas présent, ou très peu présent, d'accord, c'est pas quelque chose qui les concerne. Hein. Autre truc, du côté des musulmans, c'est pareil, on a cette image que depuis Mahomet, d'accord, l'Empire islamique serait poussé par le concept du djihad, hein, qu'en fait ce sera la guerre sainte, constante, perpétuelle. Eh bien c'est faux, le djihad en tant que concept de guerre sainte, d'accord, commence à exister
8e, 9e siècle, commence à peine à être théorisé, mais c'est vraiment pas très important, d'accord, hein. Mais par contre, ça se théorise de plus en plus au 11e, 12e et 13e siècle, sur le coup des croisades. C'est à ce moment-là que le djihad, en tant que concept de guerre sainte, se crée, se conceptualise. Tout comme du côté chrétien, le concept de guerre sainte qui va mener aux croisades ne se crée qu'au 11e siècle. D'accord. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'au 8e siècle, l'aspect religieux du conflit, eh bien, il est très, très, très secondaire. Je reviens donc à cette bataille de Toulouse, 721. Donc eux, au bout d'un moment, d'accord, il bat donc cet empire islamique à Toulouse. Et il va s'allier après, il va s'allier avec un prince berbère qui s'appelle Mounouza, et il va donner à ce prince berbère sa fille, hein, qui s'appelle Lampégie. D'accord. Donc ce qui fait que vous voyez, encore une fois, on n'est pas dans un affrontement permanent, parce que, en fait, ce prince chrétien, Eudes, il a besoin aussi d'alliés, y compris de l'autre côté des Pyrénées. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, son principal adversaire, c'est pas l'Empire islamique, c'est pas l'Espagne islamique, c'est le nord du royaume franc, c'est notamment Charles Martel. Alors Charles Martel, ce personnage, c'est un personnage un peu en couleur, c'est une espèce, alors c'est un noble, mais c'est aussi un type qui venait un peu de, qui était un bâtard, d'accord, qui un peu se monte les échelons du pouvoir à la force du poignet, à la force de l'épée. Il n'était pas très subtil, il ne fallait pas trop l'agacer ce garçon. Et en fait, concrètement, il est maire du palais, c'est-à-dire pour simplifier, un Premier ministre des rois francs. À l'époque, il y a 2 rois francs, il y en a un en Austrasie. Alors l'Austrasie, pour simplifier, l'Austrasie c'est en gros tout ce qui est entre le Rhin et la Meuse, d'accord, la Somme, la Moselle, d'accord, tout ça. Donc cette partie nord, en fait, du royaume des Francs, et la Neustrie, qui est en fait entre la Somme et puis la Loire, d'accord, hein. Et donc ces 2 royaumes-là ont chacun un roi franc. Et en fait, Charles Martel va s'imposer aux deux rois francs, et il va quelque part contrôler les 2 rois francs, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un. Mais c'est lui qui a la réalité du pouvoir. Et le but de Charles Martel, c'est de récupérer toute l'ancienne ère du royaume franc. L'ancienne ère, c'est-à-dire l'Aquitaine et la Bourgogne. La Bourgogne, en gros, c'est un très très grand pâté qui va de la Bourgogne jusqu'à la Provence, quelque part. Et donc ça, c'est ce que veut récupérer Charles Martel. C'est pas pour des raisons religieuses, hein, c'est pour des raisons purement politiques, hein, et des raisons de prestige. Il veut reconstituer, pour lui, pour ses fils et pour ses petits-fils, le royaume franc. Et ses fils et ses petits-fils, ils réussiront. Le fils, c'est Pépin le Bref, hein, vous le connaissez peut-être, et évidemment le petit-fils, vous le connaissez évidemment, c'est Charlemagne. Lui, il va regrouper justement le royaume franc. Et il va en faire un empire. Bon, le fait est que Charles Martel, c'est son ambition, ce qui fait que Eudes et Charles Martel sont des ennemis mortels. Et c'est pour ça que Eudes ne va pas hésiter à s'allier avec les musulmans. Bon, le fait est que ça va louper, d'accord, cette politique de rapprochement va louper, et il va y avoir un nouvel affrontement. Et donc, il y a un nouvel émir qui va venir de l'Espagne islamique, qui s'appelle Abderrahman, qui va monter. Pourquoi est-ce qu'il monte pourquoi est-ce qu'il traverse les Pyrénées? Pourquoi est-ce qu'il monte en Gaule? Pourquoi est-ce qu'il monte en Aquitaine? Est-ce que c'était pour envahir? Est-ce que c'était pour coloniser? Parce qu'aujourd'hui, on va vous expliquer, des gens qui font des livres d'histoire, ou en tout cas des pseudo-livres d'histoire, vont vous expliquer que Abderrahman est parti avec 300 000. Je vais citer un texte, vous allez voir, c'est assez rigolo. Abderrahman est parti avec 300 000 combattants, et il y avait dans ses bagages femmes, enfants, esclaves, et donc c'était une invasion absolument gigantesque de quasiment 1 million d'individus. Eh bien, bon, déjà 300 000 combattants, à l'époque, pour faire une comparaison, 300 000 soldats, c'est l'ensemble des légions romaines à l'époque de l'apogée de l'Empire romain, donc 2e siècle. Donc c'est gigantesque, d'accord. Et jamais l'Empire romain n'a réuni, d'accord, pourtant qui était un empire absolument gigantesque, hein, d'accord, qui avait des moyens phénoménaux, jamais l'Empire romain n'a réuni 300 000 combattants d'un seul coup, d'accord. Donc c'est strictement impossible. Les armées à l'époque, à tout casser, hein, surtout dans cette zone-là, les armées c'est 10, 20 000 combattants, d'accord, à tout casser, d'accord. C'est vraiment des très très grosses armées, ça, 10, 20 000 combattants. Eh bien, en l'occurrence, donc déjà, c'est un premier problème. L'idée aussi qu'il y aurait eu, avec Charles Martel, des femmes et des enfants, et donc quelque part, il y aurait une véritable politique de colonisation, c'est faux aussi. Déjà parce que cette idée-là apparaît dans les textes tardifs, des textes notamment du XIe siècle, d'accord, pas avant. Première chose. Seconde chose, imaginez juste donc 300 000 combattants avec femmes et enfants, ce qui fait que vous avez 1 million d'individus. C'est absolument gigantesque, d'accord. Même pendant la période des grandes invasions, vous savez,
4e, 5e siècle, hein, donc les invasions germaniques qui ont mis fin à l'Empire romain, eh bien, les populations qui venaient avec femmes et enfants, ça ne dépassait pas 60-70 000 individus. Hein. Les Francs, les Ostrogoths, les Visigoths, tout ça, c'est pas 1 million de personnes. Bon, là, en l'occurrence, imaginez encore une fois au 8e siècle 1 million d'individus qui se déplaceraient donc de l'Espagne jusqu'au sud de la France. C'est strictement impossible parce que, encore une fois, les textes n'en parlent pas, et deux, ça aurait laissé des traces archéologiques gigantesques. Hein. Des traces archéologiques gigantesques. Or, entre le début de la conquête de Narbonne, donc au début du 8e siècle, et la fin de la reprise de Narbonne par Pépin le Bref en 759, on a fouillé par exemple dans la région de Narbonne, et ben on n'a quasiment rien retrouvé. Donc ce qui fait concrètement, ce qui a dû arriver là-bas, et ben tout bêtement, c'est une toute petite garnison qui devait rester là-bas, point. Je reviens à 732, donc Abderrahmane passe les Pyrénées avec une armée, encore une fois, 5-10 000 individus. Et donc ils montent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien très certainement, parce que c'est pas sûr, on n'en sait pas grand-chose, parce qu'on a très peu de textes par rapport à ça. Le premier texte qu'il y a sur Charles Martel, la bataille de Poitiers, cette bataille de Poitiers, le premier texte, il date en gros des années 750, 760, d'accord. Il n'a pas été écrit par un témoin de la bataille, d'accord. Il a été écrit par un mozarabe, donc un chrétien qui vivait en Espagne islamique. Et donc en l'occurrence, le texte qui décrit la bataille de Poitiers, c'est un tout petit paragraphe. C'est pas un livre, hein, d'accord, c'est un tout petit paragraphe. D'accord, donc on ne peut pas extrapoler grand-chose. Le fait est qu'on est quasiment certain que cette attaque, d'accord, d'Abderrahmane était en l'occurrence un raid, comme si ça pratiquait très régulièrement par les forces islamiques, d'accord. C'est-à-dire en fait, on va vers le nord, d'accord, on va récupérer l'or. Il devait certainement viser l'abbaye de Tours, d'accord, qui était donc une abbaye extrêmement riche, hein, parce que vous savez à l'époque l'or est concentré quand même dans les abbayes, hein, parce que tout bêtement il y a des reliquaires, des choses comme ça, donc voilà. Donc en l'occurrence, d'ailleurs c'est pour ça que les Vikings feront exactement la même chose, quasiment, enfin, même pas un siècle plus tard, hein, d'accord, hein, enfin si un siècle plus tard. Et donc en l'occurrence, ils sont certainement allés faire un raid à Tours, ils sont passés par Bordeaux, d'accord, ils ont pris Bordeaux, ils sont montés, et puis ils ont certainement fait demi-tour, et c'est à ce moment-là que Eudes a appelé à son aide Charles Martel. Ça lui a certainement coûté beaucoup, parce qu'encore une fois, Charles Martel était son ennemi, vraiment son ennemi, son adversaire politique, et donc là, Charles Martel intercepte donc cette troupe, d'accord. Il y a quelques jours d'observation, divise des textes, il y a ensuite une bataille, et à la suite de la bataille, Abderrahmane meurt, et les troupes musulmanes, d'accord, se replient en bon ordre, en laissant derrière eux, semble-t-il, leurs bagages et leur butin. Et évidemment, pensez bien que Charles Martel, ça encore une fois c'est une hypothèse, mais c'est quasiment certain, Charles Martel a laissé ses hommes se servir dans le butin. Il les a certainement pas rendus aux abbayes, hein. D'accord, parce qu'évidemment c'est comme ça qu'on paye une troupe à l'époque, hein. Il n'y a pas une solde régulière, hein, d'accord. Donc vous voyez encore une fois, c'est un événement en fait en fin de compte extrêmement secondaire, hein. On ne sait pas, d'accord, on ne sait pas grand chose de ce qui s'est passé, mais c'est certainement un raid. Le fait est que de toute façon ça va continuer après, d'accord, parce qu'il va y avoir aussi une autre raid qui va se diriger cette fois vers la Provence, et c'est là où c'est intéressant. Parce qu'il y a des historiens dès les années 80 qui disent concrètement que le vrai perdant de 732, c'est pas Abderrahmane. Bon, évidemment, Abderrahmane est un peu mort, donc évidemment, c'est un peu un perdant, d'accord. Mais en l'occurrence, le vrai perdant de la bataille, c'est Eudes. C'est Eudes, qui lui, en l'occurrence, était obligé de faire appel à Charles Martel, donc il a perdu une grande partie de son indépendance dans cette affaire-là. Et le fait est que peu à peu, l'Aquitaine, en fait, va se faire ronger par le royaume franc et par les Carolingiens, donc les descendants de Charles Martel. D'accord. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que en 737, vous allez avoir un autre raid musulman qui va se diriger cette fois vers la Provence. Et en l'occurrence, Charles Martel aussi est intervenu. Et même pas à l'appel des Provençaux. Pourquoi il est intervenu? Parce que ça l'intéressait, je l'ai dit au début, que lui voulait récupérer la Provence. Donc il est intervenu. Et en l'occurrence, on sait que dans ce raid-là, eh bien, les Provençaux ont accueilli les troupes musulmanes et ont fermé. Les Provençaux qui étaient chrétiens, hein. Ils ont accueilli les troupes musulmanes et ils ont fermé les portes à Charles Martel et à ses troupes. D'accord. Donc vous voyez encore une fois que l'idée de penser, enfin le fait de penser que Poitiers serait une espèce de grand choc, un peu comme dans le film 300, vous savez, entre l'Orient et l'Occident, d'accord, avec un côté les Francs hyper musclés et puis de l'autre des Orientaux extrêmement efféminés et overgay, d'accord. Et bien en l'occurrence, ça ne fonctionne pas 5 minutes, d'accord, quand on regarde un peu les faits.
eh bien, il faut juste penser que tout bêtement, il y a des causes politiques extrêmement conjoncturelles qui expliquent ces différentes batailles. Et le fait est que entre 721 et 737, il y a des raids, il y a des affrontements, et après ça s'arrête. C'est pas très long en fin de compte. Et puis encore une fois, Narbonne va être prise par les troupes de Pépin le Bref en 759. Donc ce qui fait qu'en l'occurrence, cette espèce de présence sarrasine, musulmane, islamique dans le sud de la Gaule va à peine durer 40 ans. On n'est pas dans un projet régulier d'invasion. À titre de contre-exemple, là vous avez un contre-exemple où là en effet on était dans le cœur, on était vraiment à côté des bases de l'Empire islamique, c'était à Constantinople. Constantinople, donc c'est l'Istanbul actuel. Constantinople va être attaqué plusieurs fois par l'Empire islamique. Et là par contre ils vont mettre la dose. Ils vont mettre des troupes énormes, ils vont construire une flotte gigantesque, d'accord. Ils vont mettre le siège, notamment entre 717 et 718, à Constantinople. Et là par contre ça va être un véritable affrontement. Là, il y avait un véritable projet de la part de l'Empire islamique qui était basé à l'époque à Damas. Là, dans cette histoire de Poitiers, c'est vraiment des raids ponctuels et qui finissent pas très bien. Et au bout d'un moment, les troupes islamiques qui sont très très loin de leur base se disent bon, ça suffit, on a assez donné, on reste en Espagne. Point. Et encore une fois, à titre de comparaison, vraiment, pensez bien que par contre, là où la Gaule va être soumise à des raids beaucoup plus violents, beaucoup plus denses, d'accord, et qui vont mener pour le coup à des véritables occupations, d'accord, eh bien c'est au 9e et au 10e siècle par les Vikings. Là, par le coup, il y a une véritable invasion, d'accord. Et là, mais par contre, personne, notamment à l'extrême droite, va dire ah ben il y a un choc de civilisation entre les Scandinaves et puis les Gaulois, d'accord. Bah non. Non, parce que c'est pas du tout dans leur délire. Pour eux, ils analysent le monde de manière binaire, il y a l'Occident et l'Orient. Mais sauf qu'en fait, ça ne fonctionne pas, encore une fois. Parce qu'encore une fois, 9e, 10e siècle, pendant plus d'un siècle, d'accord, vous allez avoir des raids continuels des Vikings et des installations, que ce soit en Irlande, en Angleterre à l'Est, et puis évidemment, en France, en Normandie. D'accord. Et là, il va y avoir une véritable installation avec femmes et enfants. Mais encore une fois, ne vous imaginez pas des millions de types barbus avec des cornes, d'accord. C'était sans doute 10, 15 000 combattants avec peut-être un peu plus, 2 fois plus de familles. Point. Voilà. Bon, voilà, ça c'était un peu pour le background historique, l'arrière-plan historique. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je me doute bien que c'est un peu dense de dire ça comme ça, surtout alors qu'on n'est tous pas très bien réveillés un jour férié, donc qu'il est encore tôt. Encore tôt. Non, ça va? Bon, bah c'est bien. Donc on va attaquer maintenant les mémoires de Charles. Alors les mémoires de Charles Martel, donc on a quand même 2 tiers du bouquin qui sont consacrés à ça, donc j'ai pas, pareil, c'est extrêmement dense, il y a pas mal de choses, mais je vais juste vous donner quelques exemples qui vous montrent en fait encore une fois que l'interprétation de cette bataille, en fin de compte, elle a complètement, et l'interprétation aussi de la mémoire de Charles Martel, c'est-à-dire comment le règne de Charles Martel va être interprété après coup, et parfois elle n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Je vais donner quelques exemples. Le premier qui me vient en tête, moi c'est un exemple qui me fait toujours marrer, c'est que dès le 9e siècle, et ça c'est une découverte, parce que dans ma tête, voilà, moi je pensais que Charles Martel c'était un type dont on allait parler au Moyen-Âge, par exemple, quand j'ai commencé ce travail-là. Et bien en l'occurrence, on va en parler de Charles Martel, mais de manière souvent négative. Dès le 9e siècle, en effet, vous allez avoir une légende, d'accord, qui va apparaître, et c'est pas n'importe qui la développe, c'est un type, alors ça vous dirait rien, d'accord, mais c'est un type qui s'appelle Hincmar de Reims, avec un H, d'accord, H-I-N-C M-A-R. Hincmar de Reims, c'est l'archevêque de Reims, et donc c'est un grand intellectuel, un grand personnage extrêmement influent du 9e siècle. Reims, à l'époque, c'est vraiment une ville extrêmement importante. Et Hincmar commence à parler, d'accord, du songe de Saint-Eucher. Alors Saint-Eucher, c'est un saint, et lui, c'est l'ancien évêque d'Orléans qui vivait sous le règne de Charles Martel. Et dit Hincmar de Reims, alors Eucher, il a eu des problèmes avec Charles Martel, parce que Charles Martel se servait dans les biens de l'église, d'accord. C'était courant à l'époque, tout le monde faisait ça. On mettait un cousin évêque, et puis bon voilà, c'était en tout cas au 8e siècle, ça posait aucun problème. Par contre au 9e siècle, ça commence à poser problème. Bon, je vous expliquerai pourquoi. Et donc, Eucher était évêque d'Orléans, c'est un évêque neustrien, d'accord, alors que Charles Martel était austrasien, oui, ça c'est un truc encore une fois à comprendre. Et Eucher aurait protesté, et donc Charles Martel leur dit toi tu commences à me gonfler, tu vas aller en exil à Saint-Tron. Saint-Tron, c'est en plein cœur de l'Austrasie, c'est dans la Belgique actuelle, c'est au nord des Ardennes, donc c'est pas le coin le plus funky de la Terre concrètement. Et donc à l'époque, ce qui fait que là, en l'occurrence, Eucher est complètement enlevé de son milieu d'origine et il est envoyé en exil. Hincmar, un siècle plus tard, dit que Eucher, dans son exil, aurait fait un rêve un soir, et il aurait rêvé que Charles Martel serait en train de brûler en enfer.
Alors, pour précision, c'est impossible. Eucher est mort en 733, d'accord. Charles Martel est mort en 541, donc c'est impossible. Mais le fait est que Hincmar, il en parle quand même. Et donc, Charles Martel est en train de brûler en enfer. Et donc, Eucher aurait écrit par la suite à ses amis, l'abbé Fulrad de Saint-Denis, donc dans la région parisienne, et Saint Boniface aurait dit j'ai rêvé de ça. Et donc, Fulrad et Boniface, qui étaient à Saint-Denis, où il y avait le tombeau de Charles Martel, seraient allés devant le tombeau, auraient ouvert le tombeau, et là, du tombeau serait sorti un dragon absolument gigantesque. Et donc, une fois que le dragon serait sorti, il serait parti au loin, ils auraient vu que les parois du tombeau, d'accord, étaient noircies, étaient couverts de suie. Bon, évidemment, ça nous fait sourire aujourd'hui, évidemment. Encore une fois, c'est une invention complète. Mais quand on fait de l'histoire, le but c'est d'analyser le sens social de ce genre de propos. Hein. Déjà, il faut comprendre que les gens au Moyen-Âge y croyaient à ça. Hein. D'accord. Première chose. Deuxième chose, il faut comprendre que entre le 8e et le 9e siècle, notamment grâce à Charlemagne, d'accord, l'Église a acquis beaucoup d'autonomie. Ce qui fait que, autant au 8e siècle, prendre dans les biens de l'Église, c'était pas bien grave, en fin de compte. Ça se voyait pas trop, on s'en fichait. Par contre, au 9e siècle, l'Église, encore une fois, a acquis l'autonomie, et là, par contre, ça commence à poser problème. Et les ecclésiastiques commencent à être de plus en plus jaloux de leurs prérogatives. Et donc, Hincmar, d'accord, là, quand il dit ça, il dit aux descendants de Charles Martel, aux Carolingiens, notamment aux petits-fils de Charlemagne qui sont en train de se battre pour l'Empire à cette époque-là, vous êtes gentils là dans votre guerre à vous, hein, pour financer vos conflits à vous, vous n'allez pas vous servir dans les biens de l'Église. Et quelque part, il l'invente, ou il développe cette histoire pour servir d'histoire exemplaire aux petits-fils de Charlemagne, donc aux arrière-petits-fils de Charles Martel. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire-là, elle va être citée très régulièrement, très régulièrement, jusqu'au 19e siècle. On trouve encore des gens qui parlent de ça au 19e siècle. Et pas n'importe qui, encore une fois. Généralement, ce sont des ecclésiastiques ultramontains. C'est-à-dire en fait des ecclésiastiques qui sont partisans du pape plus que du roi ou de la nation. Et donc, ils vont dire quelque part, quand un roi ou un souverain, ou que ce soit Napoléon III, Philippe Auguste, se moque du pape ou se sert dans les biens de l'Église ou veut nationaliser des églises, et bien quelque part, ils font comme Charles Martel, donc ils vont brûler en enfer. Hein. Vous allez avoir par exemple cette histoire qui est citée encore une fois par un grand personnage qui est le secrétaire d'Ignaz de Loyola, qui est le fondateur donc, des Jésuites, d'accord hein. Au XVIIe siècle, ce personnage s'appelle Pedro de Ribadeneyra, et donc lui, il réécrit une collection de vies de saints, c'était des ouvrages qui étaient très lus à l'époque, hein. Et donc, au XVIIe siècle, il inclut, alors qu'avant, on avait un peu oublié cette histoire de Saint-Eucher, il inclut à nouveau la vie de Saint-Eucher et le sens de Saint-Eucher en disant, vous avez vu, regardez, Charles Martel brûle en enfer. Et quand il dit ça, quand il écrit ça au début du XVIIe siècle, évidemment, il pense à qui ? Il pense à Henri IV, qui, quelque part, a mis à mal l'ordre des Jésuites, d'accord, notamment au moment des guerres de religion. Alors il faut se rappeler un petit peu le contexte de l'époque, mais Henri IV qui a été aussi tolérant par rapport aux protestants. Et donc quelque part, quand Pedro de Ribadeneyra dit ça, évidemment, il cible Henri IV, d'accord. Donc vous voyez, encore une fois, c'est très intéressant parce que vous allez avoir très souvent cette mémoire négative de Charles Martel qui va apparaître. Donc des gens qui aujourd'hui vous disent de Charles Martel, ça a toujours été perçu comme un défenseur de la chrétienté, bah non, ça ne marche pas non plus. Quand vous avez des gens aussi prestigieux que Hincmar ou de Ribadeneyra qui parlent de manière négative de Charles Martel, évidemment, d'accord, ça a une influence sur sa mémoire. Et pendant très longtemps, on ne va pas parler de la mémoire de Charles Martel à travers la bataille de Poitiers, c'est quelque chose de très secondaire. On va voir Charles Martel de manière très négative, comme un type qui a vendu son ammoniable, comme quelqu'un qui a agressé des gens de l'église, d'accord, voire comme un despote. Et ça, c'est une mémoire qui va apparaître notamment au XVIe siècle, d'accord hein. Et c'est assez intéressant, elle va être développée notamment par les philosophes des Lumières. Et pendant très longtemps, on va analyser le règne de Charles Martel comme le moment où en fait les rois, d'accord, c'est le premier, pour eux, c'est le premier roi, même s'il n'était pas roi, c'est le premier roi qui a quelque part imposé un régime despotique sur l'ensemble des Français, notamment sur la noblesse. Hein. Les premiers à dire ça, c'est les aristocrates au XVIIIe siècle. Hein, notamment Boulainvilliers, hein, qui était un philosophe des Lumières, mais pro-aristocratique, qui va vous expliquer très clairement que aujourd'hui, le roi de France, c'est le pouvoir absolu. Ils ont étouffé les droits de la noblesse, mais cet étouffement a commencé sous Charles Martel. Et le type qui dit ça, concrètement, c'est un réactionnaire. Hein. Enfin,
selon nos critères à nous, mais c'est vraiment un type, encore une fois, si on devait le classer selon nos critères à nous, c'est un type qui est à la droite, de la droite, de la droite, d'accord. Mais il dit ça, il dit en effet, moi aristocrate, on a perdu nos libertés à cause de Charles Martel. Et c'est des gens qui ont énormément d'influence. Vous allez retrouver quasiment les mêmes propos, de manière un peu atténuée, d'accord, chez Montesquieu, dans l'Esprit des lois. Montesquieu, dans l'Esprit des lois, il parle de Charles Martel en disant, c'est à ce moment-là, d'accord, que, en fait, une grande partie du peuple français a perdu sa liberté. Parce que Charles Martel a imposé, avec des troupes militaires, a imposé une forme de dictature, et il va même jusqu'à dire, en se servant, d'accord, de la bataille de Poitiers comme justification. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, vous avez au XVIIIe siècle des gens qui disent concrètement, la bataille de Poitiers, c'était du flanc, d'accord, ça a juste servi à imposer une dictature militaire. Bon, évidemment, ces gens-là, ils comprennent rien. Ils voient l'événement du 8e siècle avec leurs yeux de contemporains du 18e siècle, d'accord, hein. Mais encore une fois, vous voyez que la mémoire, pendant très longtemps, la mémoire de Charles Martel va être une mémoire très, très, très négative. Très négative, d'accord. Quasiment pendant 1000 ans. C'est pas rien. Et la première fois, on va vraiment voir apparaître, hein, pour simplifier encore une fois, parce qu'il y a des exemples un peu avant, mais vraiment, on va commencer à voir apparaître une mémoire positive de Charles Martel, notamment à travers la bataille de Poitiers, c'est Chateaubriand. Chateaubriand, donc cet auteur romantique du début du 19e siècle. Et Chateaubriand, en effet, dans Le génie du christianisme, qui est un de ses chefs-d'œuvre, d'accord, hein, qu'il écrit en 1802, eh bien, Chateaubriand, dans Le génie du christianisme, explique que, eh bien, pour lui, la bataille de Poitiers, c'est un événement essentiel parce que ça a sauvé la chrétienté, d'accord, et ça a sauvé la liberté. Alors, pour comprendre ce propos-là, il faut revenir un petit peu en avant. Il faut revenir aux philosophes des Lumières, notamment Boulainvilliers, d'accord, mais aussi Voltaire. Parce que Boulainvilliers et Voltaire, d'accord, comme quasiment l'ensemble des philosophes des Lumières, ont une vision. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est drôle quand on voit un type comme Michel Onfray, qui est quand même foncièrement islamophobe, se revendiquer des philosophes des Lumières. Quand il devrait juste les relire, parce qu'en fait, les philosophes des Lumières étaient tous foncièrement islamophiles. Il faut lire les textes de l'époque de Voltaire, d'accord, notamment l'essai sur les mœurs. Hein. L'essai sur les mœurs, Voltaire, quand il parle de la bataille de Poitiers, il dit « Si Charles Martel avait perdu, la France serait devenue mahométane. » Donc là, évidemment, quand on prend cette phrase-là, on dit « Ah bah voilà, regardez, hein, vous avez vu Voltaire, encore une fois, il prévenait déjà du danger de l'islam. » Mais sauf qu'il faut lire la suite. Il faut lire la suite du texte. Hein. Parce que dans la suite du texte, Voltaire il dit « Oui, mais c'est dommage, parce qu'en fait, en l'occurrence, à l'époque, l'islam était beaucoup plus développé que la civilisation chrétienne occidentale. » C'est une vision très fantasmée de l'islam. Hein. D'accord, on est d'accord. Hein. C'est pas, je dis pas que c'est voilà. Mais en l'occurrence, c'est assez intéressant de voir que pour les philosophes des Lumières, l'islam c'était au 8e siècle, c'était les Lumières, c'était une civilisation très développée, alors que l'Europe, pour eux, s'enfonçait dans l'obscurantisme médiéval. D'accord. Ce qu'ils appelaient eux l'obscurantisme médiéval. D'accord. Et ce qui fait que Voltaire, même Boulainvilliers, encore une fois, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, sont des gens qui sont encore une fois fascinés par Mahomet, par exemple. Pour eux, c'est un grand chef. D'accord. Ils sont fascinés par l'islam parce que pour eux, c'est une religion qui tolère les autres religions. Alors que c'est vrai qu'à l'époque, en France, hein, je vous rappelle que les protestants, l'édit de Nantes a été révoqué en 1685, donc les protestants sont obligés de se cacher. Alors que pour eux, dans l'Empire ottoman, eh bien, quand on est juif, quand on est même chrétien, il suffit juste de payer un impôt supplémentaire pour vivre tranquillement sa religion. Ce qui est en partie vrai, ce qui est en partie faux aussi. D'accord, hein. Pareil, ils disent l'islam c'est une société, c'est une religion sans clergé. Et eux, vu que concrètement, notamment Voltaire, ils ne supportent pas le clergé catholique, et bien concrètement, encore une fois, ils ont une vision positive, très fantasmée, très idéalisée de l'islam. Hein. Et donc lui, par contre, Chateaubriand, il réagit par rapport à ça. C'est d'ailleurs pour ça que Voltaire lui-même va être très critique par rapport aux croisades. Il dit que les croisades c'était horrible, c'était une abjection et tout. Eh bien, en l'occurrence, donc Chateaubriand, il écrit par rapport à ça, et il écrit en réaction à ça quelques années plus tard. Et le projet de Chateaubriand, c'est quelque part de récupérer les Lumières pour le christianisme. C'est pour ça qu'il écrit Le génie du christianisme. Il dit concrètement, eh bien, les philosophes des Lumières disent que l'histoire s'explique par un long progrès de la raison, hein, qui permet de faire quitter la raison, enfin, qui permet de quitter l'obscurité de la religion pour aller vers la raison. Eh bien, Chateaubriand dit, non, c'est pas vrai. Le progrès de la raison, c'est le progrès du christianisme. Pour Chateaubriand, encore une fois, c'est une vision de Chateaubriand, hein, eh bien, pour Chateaubriand, encore une fois, le christianisme incarne la liberté dans le monde, alors que le despotisme vient de l'Orient. Voilà.
Pour lui, depuis en gros, alors c'est pas l'islam, hein, c'est l'Orient, hein, donc c'est en gros depuis les Perses qui attaquaient les Grecs, etc. et tout, c'est le despotisme qui essaie de détruire la liberté. Évidemment, encore une fois, c'est une vision complètement idéalisée, mais c'est une réaction par rapport à ce que disaient les philosophes des Lumières. Et donc c'est pour ça en fait que Chateaubriand, il va avoir une vision extrêmement positive pour le coup de la bataille de Poitiers. Alors que Voltaire a une vision négative, Chateaubriand, lui, va avoir une vision positive. D'accord? Et donc c'est uniquement à partir du début du XIXe siècle que vous allez avoir, comme ça, de manière assez régulière, hein, mais qui sont parfaitement explicables, des visions positives de la bataille de Poitiers, qui vont vous dire, heureusement que Charles Martel était là, parce que, donc pour Chateaubriand, on a arrêté le despotisme oriental. Après, pour des gens à la fin du XIXe siècle, notamment Édouard Drummond, qui était un écrivain antisémite, qui était un des premiers notamment à avoir développé, vraiment avoir développé l'antisémitisme, on va dire populaire quelque part, l'antisémitisme moderne. D'ailleurs, c'est pas un hasard, il a été réédité récemment par Alain Soral. En l'occurrence, Drummond, lui, va pas dire Charles Martel, c'est la victoire du christianisme sur le despotisme oriental, c'est une victoire des Ariens contre les Sémites. Donc vous voyez, encore une fois, là on est dans un autre contexte que Chateaubriand, là, quasiment 80 ans passés. Là par contre on est dans un contexte où l'antisémitisme se développe à ce moment-là, se crée même, parce que l'antisémitisme n'existait pas avant. Au Moyen-Âge c'est de l'antijudaïsme, c'est pas la même chose. Et donc lui, Drummond, va dire, par contre, au 8e siècle, les Sémites sont venus nous attaquer directement. Aujourd'hui, fin du 19e siècle, les Sémites, vu qu'ils ont perdu à chaque fois contre nos vaillants guerriers francs au 8e siècle, ou dans les croisades, eh bien aujourd'hui les Sémites, d'accord, n'attaquent pas de manière frontale, mais ils attaquent de manière subreptice, d'accord. Ils passent par l'Allemagne, et donc ils viennent envahir, évidemment, ces Sémites-là, ce sont les Juifs, d'accord, voilà. Donc vous voyez, là, on a une espèce de confusion totale entre les Juifs et les Arabes, d'accord, parce que dans l'esprit de Drummond, pour lui, il faut quelque part assimiler les Juifs et les Arabes, d'accord. Donc c'est extrêmement intéressant de voir que là, vous avez un second, quelque part, soubresaut par rapport à la bataille de Poitiers, d'accord. Donc début du 19e siècle, Chateaubriand qui développe ça en réaction lumière, ça va être peu à peu oublié concrètement. Et par contre, fin du 19e siècle, vous avez une version antisémite, d'accord, de la mémoire de la bataille de Poitiers. Et à partir de ce moment-là, on peut se dire, bah tiens, vu que Drummond c'est quand même un des penseurs de base de l'extrême droite, eh bien, on peut se dire, ah bah l'extrême droite, donc depuis la fin du 19e siècle, eh bien, a une vision extrêmement positive de la bataille de Poitiers. Eh bien, non, non, parce que les propos de Drummond vont rester un peu dans le placard. Parce qu'en fin de compte, l'extrême droite, notamment l'Action française, qui est vraiment la grande structure de l'extrême droite, la grande organisation de l'extrême droite à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, eh bien l'Action française ne va pas prendre Charles Martel comme personnage phare, mais va prendre Jeanne d'Arc. Et cette espèce de vision, de mémoire positive de Charles Martel va être complètement oubliée, va être complètement secondaire. Quand vous regardez les fêtes de l'Action française, ou le moment où l'Action française fête la bataille de essaie de récupérer des figures historiques, en fin de compte, on s'aperçoit que, encore une fois, Charles Martel est très très secondaire, y compris dans les citations, par exemple, dans leurs journaux et tout, ils en parlent très peu. C'est pas un personnage qui est central. Pourquoi? Eh bien, c'est un peu compliqué, mais disons que il faut comprendre qu'à l'extrême, même si ça peut paraître bizarre de dire ça, mais au début du XXe siècle, une grande partie de l'extrême droite est islamophile aussi. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est une réalité. Vous allez avoir des auteurs, notamment des romanciers, qui vont fantasmer, mais littéralement fantasmer sur un islam complètement, encore une fois, idéalisé, d'accord, mais un islam qui, ils vont fantasmer sur une société islamique qui aurait su préserver ses traditions, alors que pour eux, la France et l'Occident, et notamment la France, seraient en train de les perdre petit à petit sous le coup des républicains, par exemple. Voilà. Et donc, quelque part, vous allez avoir une partie de l'extrême droite qui va fantasmer, réellement, concrètement, sur Charles Martel. Je vais vous citer un petit passage, vous allez voir, c'est vraiment frappant. Et alors, il faut juste que vous me laissez juste 2 petites secondes pour que je la retrouve. Parce que voilà, ça va être là, ça va être là. Non, ça va être là, autant pour moi. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, pour voir un peu aussi le peu de popularité de la figure de Charles Martel, il faut bien comprendre que par exemple, que ce soit dans les arts plastiques, la sculpture, la peinture, quand on compare ça avec d'autres figures médiévales, que ce soit dans la littérature, est-ce que vous connaissez un seul roman qui est consacré à la bataille de Poitiers?
Je vous le dis, il n'y en a aucun. Aucun. D'accord. Donc c'est quand même assez frappant. Par contre, des romans sur Jeanne d'Arc, sur d'autres personnages historiques, d'accord, médiévaux, Saint-Louis, d'accord, vous en avez par wagon entier, d'accord. Et bien là, Charles Martel, rien. Rien. Le seul romancier qui va écrire sur Charles Martel, c'est un arabe. Il s'appelle, si vous ne connaissez pas, il s'appelle Zurgi Zaidan, d'accord, c'est un égyptien, un chrétien égyptien, d'accord, qui va écrire un roman, d'accord, qui s'appelle Charles contre Abderrahman, d'accord, qui est un roman qui date de 1908, si j'ai bonne souvenance. Et en l'occurrence, c'est un roman qui a été traduit récemment d'ailleurs, j'ai eu de la chance, parce que si j'avais dû le lire en arabe, ça aurait été un peu compliqué pour moi. Mais il a été traduit récemment, et c'est vraiment fascinant, parce que là, pour le coup, on n'est pas du tout dans un conflit de religion, d'accord. On est un conflit entre civilisations, d'accord. C'est-à-dire, en fait, pour lui, la civilisation, les Gaulois et les Arabes doivent s'allier contre les Francs. C'est assez drôle, parce que les troupes d'Abderrahman avancent en Gaule et sont aidées par les Gaulois, enfin ce qu'il appelle lui les Gaulois, d'accord, contre Charles Martel, parce que les Francs sont des espèces de gros barbares extrêmement pas subtils du tout. C'est vraiment très marrant quoi, à lire. Le fait est que ce roman-là, ce roman-là n'a pas été traduit en France à l'époque, mais par contre il y a d'autres romans de Zaidan qui ont été traduits. Et ils ont été traduits dans le Figaro. Parce qu'encore une fois, vous avez toute une partie de la droite et de l'extrême droite qui est complètement islamophile et qui est fascinée par l'islam. Et vous avez un monsieur qui s'appelle Claude Farrer, d'accord, qui est un officier de la marine, qui est un élève de Pierre Loti, d'accord, qui va préfacer ce bouquin-là. Et voilà ce qu'il dit. C'est un type qui est officier de marine, qui dit ça, donc qui est de droite, d'accord. Et d'ailleurs, il dit, l'an 732 de notre ère, une catastrophe, la plus néfaste peut-être de tout le Moyen-Âge, s'abattit sur l'humanité. Et le monde occidental en fut plongé pour 7 ou 8 siècles, sinon davantage, au tréfonds d'une barbarie que la Renaissance commença seulement à dissiper, et que la Réforme faillit épaissir à nouveau. Cette catastrophe, dont je veux détester jusqu'au souvenir, ce fut l'abominable victoire que remportèrent non loin de Poitiers les sauvages arcades et guerriers francs conduits par le carolingien Charles Martel sur les escadrons arabes et berbères. En cette journée funeste, la civilisation recula de 800 années. Car il suffit de s'être promené dans les jardins d'Andalousie pour entrevoir dans un miraculeux vertige ce qu'il serait advenu de notre France, arrachée par l'islam industrieux, philosophe, pacifique et tolérant, car l'islam est tout cela, aux horreurs sans nom qui dévastèrent par la suite l'antique Gaule, asservis d'abord aux féroces bandits austrasiens, puis entamés par les pirates normands. Le type qui écrit ça est un type de droite. 1911. Voire même un petit d'extrême droite. Encore une fois, fascination pour l'islam, parce que pour eux, c'est des gens qui ont su préserver leur tradition, et aussi, on le note bien dans le texte, rejet, bandit austrasien, horde viking, rejet pour les Germains. Parce qu'évidemment, dans sa tête, à lui, d'accord, Charles Martel, c'était un Germain, les Vikings c'était des Germains, et évidemment, ceux qu'on haït, d'accord, avant tout à l'époque, ce sont les Allemands. Et qui va nous aider contre les Allemands à l'époque? Ce sont notamment aussi les troupes, d'accord, les tirailleurs algériens, les tirailleurs marocains, qui sont aussi des musulmans. Donc il y a cette espèce encore une fois, d'idée que l'islam, en fin de compte, est du côté de la France. Et c'est des gens, encore une fois, c'est un type de droite qui écrit ça. Donc vous voyez encore une fois que cette mémoire de Charles Martel, cette mémoire de la bataille de Poitiers, quand on l'analyse un peu clairement, d'accord, avec un peu de métier, et bien en l'occurrence, on s'aperçoit qu'elle est très plastique, et que la mémoire, y compris au sein de Charles Martel et de la bataille de Poitiers, y compris au sein de l'extrême droite, elle est plastique et elle a changé du tout au tout. Vous allez avoir des textes des années 80, voire même 90, qui vont vous expliquer, des textes de l'extrême droite, des textes notamment du Grèce. Le Grèce, donc c'est vraiment c'est l'Alain de Benoît, exactement. Et donc c'est des gens qui sont, encore une fois, eux aussi fascinés par l'islam. Et ils sont en train, ils disent, voilà, il y a leur revue Élément, le numéro 53, dont le sujet c'était les Arabes, d'accord. Il y a plusieurs textes qui disent pour une alliance euro-arabe. Parce que pour eux, d'accord, il faut que l'Europe, d'accord, l'Europe blanche, d'accord, païenne, d'accord, s'allie avec le monde musulman, d'accord, le monde arabe, contre l'Union soviétique et les États-Unis, parce que leurs grands adversaires, c'est les communistes et le capitalisme américain, d'accord. Et donc en l'occurrence, ils vont dire dans des textes que la vision négative de la bataille de Poitiers, c'est du fantasme. Et c'était il y a 30 ans. D'accord, c'est des gens de l'extrême droite qui écrivent ça très, très sérieusement, d'accord. Et c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui sont quelque part les plus intellectuels parmi l'extrême droite, vraiment les théoriciens, d'accord. Vous allez trouver, y compris dans les années 90, des textes du Front National qui vont vous dire que non, mais les islamistes, en fin de compte, c'est des gens bien, c'est des identitaires. On en a mis un,
C'est un petit plaisir, on va se le faire, vous allez voir, c'est assez drôle. Je vais vous le lire, ce sera la dernière fois que je vous lis un truc, après j'arrête, parce que je sais que j'aime bien lire des trucs. Mais c'est intéressant de voir ces citations-là, parce que je peux vous assurer que parfois quand on tombe dessus, c'est quand même extrêmement fascinant. Voilà. Donc ce texte-là, c'est Jean-Marie Le Chevalier qui écrit ça. Jean-Marie Le Chevalier, donc c'est l'ancien maire FN de Toulon, qui était élu en 95. Et il écrit ça en 1994 dans la revue qui s'appelle Identité, qui est la revue théorique du Front National à l'époque, hein, dont le directeur de publication n'est autre que Bruno Maigret. Et le monsieur qui signe tous les éditoriaux à l'époque s'appelle Jean-Marie Le Pen. Donc c'est pas n'importe quoi. Voilà ce que dit Jean-Marie Le Chevalier. Prisonniers de leur conformisme, les observateurs occidentaux ont tendance à ne voir, dans le vaste développement des courants islamistes de par le monde, en Algérie en particulier, que des mouvements extrémistes. La multiplication de ces courants et l'écho sans cesse plus grand qu'ils rencontrent dans l'ère musulmane expriment en réalité, par le rejet des valeurs occidentales qui les accompagnent, un souci profond de réenracinement. Réfractaires au nouvel ordre mondial, hostiles au style de vie matérialiste et niveleur des pays capitalistes, les courants islamistes participent à leur façon au grand élan identitaire qui parcourt la planète. Fin de citation. Ça, c'était il y a 20 ans, Front National. Ça a changé aujourd'hui. Ça a changé. Et en fait, ce changement, il est datable. D'accord. Alors vous comprenez que dans cette optique-là, d'accord, on ne va pas parler de la bataille de Poitiers. Hein. Il y a toujours des petits groupes locaux qui vont en parler. Vous avez un groupe de skin, Brutal Combat, qui va faire une chanson sur Charles Martel. Mais d'ailleurs, dans cette chanson, c'est intéressant parce que. Alors, je vais pas vous la chanter, hein, je vous rassure. Cette chanson est intéressante parce qu'en fait, il parle jamais d'arabe, il parle jamais d'islam, par exemple. Hein, il parle d'immigrés, d'accord, hein, mais il dit pas c'est le combat entre l'Occident et l'Orient, d'accord. Hein. Encore une fois, ils sont dans une logique, quelque part, de mobilisation par rapport aux immigrés en général. Et d'ailleurs, dans le même album, ils font quand même une chanson à la gloire des moudjahidines afghans. Donc vous voyez, comme quoi, ouais, encore une fois, à l'époque, encore une fois, les lignes n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ça va changer en 99, et là, pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'est pas mal d'historiens qui sont spécialistes de l'extrême droite, notamment Nicolas Lebourg, Stéphane François. Et en fait, ils montrent bien qu'en l'occurrence, en 99, ce qui va faire changer l'extrême droite par rapport à l'islam, c'est la guerre du Kosovo. Le Kosovo va être un grand choc pour eux, parce qu'encore une fois, leur adversaire principal à l'extrême droite, à l'époque, et même encore aujourd'hui, je pense, c'est les États-Unis. Et derrière ces États-Unis, ils mettent évidemment ce qu'ils appellent ce qu'ils fantasment eux, le complot juif mondial, quelque part. Et donc, ils mobilisent ils voient que les États-Unis donnent un coup de main aux Kosovars musulmans contre les Serbes. Et à l'époque, l'extrême droite est très pro-serbe. Et là, en fait, il y a une espèce de revirement total. Ils se disent, ah bah, on s'est fait balader depuis 20 ans par les courants islamistes. En fait, les courants islamistes sont des agents souterrains de la CIA. Et donc, il y a une alliance secrète entre les islamistes et les Américains. Et ils vont inventer à partir de ce moment-là le concept d'islamérique, qui est encore en cours aujourd'hui dans les textes de l'extrême droite que vous voyez assez régulièrement. Et ce qui fait qu'il y a toute une partie de l'extrême droite qui va commencer à basculer dans l'islamophobie. Le premier, c'est Guillaume Fay. Guillaume Fay, qui était un théoricien identitaire, qui écrivait dans les années 80 dans Éléments qui disait qu'il faut une alliance euro-arabe. Et par contre, à la fin des années 90, il va dire en fait, on s'est fait avoir, on est en train de se faire coloniser par des hordes islamiques. Voilà. Donc il change complètement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont commencer à reparler de la bataille de Poitiers. Et c'est pas un hasard si. Excusez-moi, je bois un petit coup. Parce que je commence à avoir la gorge un peu sèche. Pause. Pensez à des questions parce que je parle depuis quasiment 1 heure et franchement ça devient. Ouais, mais c'est de plus en plus intéressant. Ah, au début c'était chiant, mais par contre maintenant ça. C'est la drogue, ça, je me drogue. Je bois beaucoup. Donc, en l'occurrence, c'est pas un hasard. C'est donc après cette récupération par Guillaume Fay, il écrit dans un bouquin qui s'appelle La colonisation de l'Europe, hein, je crois, hein, de tête, hein, en 99, qui est édité par les éditions L'Ancre. L'Ancre, donc c'est une maison d'édition quand même extrêmement, enfin une maison d'édition négationniste, hein, si j'ai bonne souvenance, voilà. Donc, Guillaume Fay dit voilà, on est en train de se faire coloniser par l'ordre islamique, et quelque part, tout comme Charles Martel a été confronté à une colonisation islamique au 8e siècle. Et donc il faut refaire la même chose, il faut retrouver quelque part un nouveau Charles Martel.
Et c'est pas un hasard si le premier, c'est 99, et en 2000, le premier parti, hein, la première fois quasiment en France que quelqu'un fait ça, le premier parti à commémorer la bataille de Poitiers, c'est le MNR de Bruno Maigret. Bruno Maigret, donc le MNR qui vient de faire scission avec le FN en 98, d'accord. Et donc, il fait ça pour deux raisons. Déjà parce que concrètement, Bruno Maigret est lié et très proche de ce qui va devenir les courants identitaires aujourd'hui. Hein. Donc c'est plutôt des néo-païens, voilà. Quoi. Et tout comme Guillaume Fay, quelque part. Donc il est influencé par ces écrits de Guillaume Fay. Autre truc, ils sont en compétition féroce entre le FN, avec le FN. Hein. Quelque part, Bruno Maigret, il a récupéré les trois quarts des cadres du FN, mais par contre, Le Pen, il garde clairement l'immense majorité des électeurs. Et Maigret a besoin de se démarquer de Le Pen. Il va se démarquer en développant déjà un discours islamophobe, ce que ne fait pas Le Pen à l'époque. Hein. Ce que ne fait pas Le Pen à l'époque, hein, je le précise, hein, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas, mais il ne le fait pas en tout cas. Et il va donc, parce que le FN, ils ont leur figure historique déjà, depuis les années 80. Ils ont Jeanne d'Arc. Et donc Maigret ne peut pas reprendre Jeanne d'Arc. Et donc il faut une figure historique de substitution. Et donc ils vont prendre donc, Charles Martel. Et c'est pour ça qu'en 2000, ils vont aller sur le site présumé de la bataille, donc dans la Vienne. Et Bruno Maigret va faire un discours extrêmement long. Il va le refaire en 2001. Et donc à chaque fois, ils vont commémorer la bataille de Poitiers en disant ça y est, il y a un choc de civilisation. Et vous voyez qu'encore une fois, Maigret, tout comme Guillaume Fay, ils reprennent, ils ne vont pas puiser dans le discours traditionnel de l'extrême droite, ils vont puiser dans la théorie du choc de la civilisation de Samuel Huntington, qui ne date que de 1993. Donc encore une fois, vous voyez que cette idée de la bataille de Poitiers comme choc de civilisation, c'est extrêmement récent, ça date des années 90, voire du début des années 2000 en France. Et en fait, depuis les années 2000, depuis ce début, eh bien, vous avez régulièrement, de plus en plus même, des groupes d'extrême droite qui vont peu à peu s'accaparer la figure de Charles Martel, hein, y compris le FN dès 2011. Avant, ils n'en parlaient pas, hein, parce que en 2007, je vous rappelle que ceux qui ont, quelque part, enfin en tout cas celui qui a été un proche conseiller de Le Pen, c'était Soral, à l'époque, hein, d'accord, hein, avec Marine Le Pen, et en l'occurrence, ils n'ont pas axé leur campagne sur l'islamophobie, même en 2007. Hein. Par contre, en 2012, si. Hein, on a complètement changé de paradigme en termes islamophobes au FN. Et en l'occurrence, parce qu'on a changé de paradigme, parce qu'on a changé d'idée, parce qu'on a développé au FN un discours islamophobe, et ça là-dessus, il y a des historiens notamment, moi si vous avez une histoire du FN à lire, lisez celle de Valérie Gounet qui vient de paraître au Seuil, c'est très très bien, c'est hyper clair, c'est limpide, et elle montre par A plus B que les affiches par exemple, islamophobes n'avaient une seule, entre les années 70, 80, 90, il y en a eu une seule. Par contre, depuis les années 2000, enfin notamment la fin des années 2000, vous en avez plein. C'est pas un hasard, c'est parce qu'en fait c'est devenu un cheval de bataille, mais c'est devenu, c'est un processus historique, c'est historiciste, ça n'a pas été par nature, le FN n'était pas par nature islamophobe, d'accord hein. Et en l'occurrence, c'est dans ce contexte-là qu'on va utiliser de plus en plus la bataille de Poitiers, d'accord, comme marqueur historique pour dire deux choses. Déjà, on va vous expliquer que, et ça c'est l'écrivain Renaud Camus qui dit ça, on va vous expliquer que la France est victime de ce qu'il appelle le grand remplacement. Le grand remplacement étant donc cette invasion, ça reprend quasiment les propos de Drummond. Hein. Vous vous rappelez tout à l'heure hein, ce que disait Drummond, hein, d'accord hein, qui disait qu'en fait la France était attaquée par une armée de juifs, d'accord, de sémites, de manière souterraine, d'accord, parce qu'ils n'avaient pas pu conquérir la Gaule au 8e siècle sous Charles Martel. Et bien là, Renaud Camus dit exactement la même chose, il dit les Arabes, les musulmans n'ont pas pu conquérir la Gaule au 8e siècle parce qu'ils se sont trouvés face à des forces extrêmement importantes. Là, ils essayent, d'accord, de faire la même chose de manière souterraine, d'accord, voilà. Et donc en l'occurrence, c'est donc ce concept de grand remplacement qui est développé. Première chose. Et quelque part, ça veut dire que pour eux, d'accord, pour l'extrême droite, se souvenir de Charles Martel, c'est se souvenir que depuis le 8e siècle, la France, l'Europe, l'Occident, d'accord, est sans cesse agressée par l'islam. D'accord, donc c'est pour ça qu'ils ont pris cette bataille maintenant, ils prennent cette bataille maintenant comme marqueur historique et idéologique. Et autre idée qui traîne dans l'extrême droite, qui est parallèle à la notion de grand remplacement, c'est le grand effacement. Pour eux, pour l'extrême droite, il y aura un complot, décidément, hein, un complot islamo-gauchiste, c'est-à-dire vous et moi, concrètement, hein, et donc un complot islamo-gauchiste qui tendrait à vouloir effacer l'histoire de France. Et donc effacer de la mémoire des Français le grand événement de la bataille de Poitiers, parce que si les Français s'en rappellent, ils comprendraient qu'ils sont sous le coup d'une invasion, d'accord, une nouvelle invasion, d'accord. Évidemment, c'est pur fantasme, d'accord, mais c'est intéressant de voir qu'encore une fois, dans ces deux discours-là,
la bataille de Poitiers est devenue un élément central, quelque part la base. D'accord, c'est vraiment la base, la fondation même, la fondation historique de ce discours-là. D'accord, quelque part, pour eux, 732, c'est le début de l'invasion, c'est l'invasion qui a été loupée, d'accord. Et là, quelque part, aujourd'hui, on serait en train de revivre une nouvelle invasion, mais qui serait, elle, pour le coup, en passe de réussir. Évidemment, encore une fois, là, je vous renvoie à ce que j'ai dit au début, d'accord. C'est un fantasme complet, d'accord. La situation du 8e siècle n'a rien à voir avec la situation du 21e siècle, d'accord. Mais encore une fois, vous voyez que cette bataille sert de fondement historique, et c'est uniquement depuis 15 ans, dans l'extrême droite, uniquement depuis 15 ans. Pas avant, très peu avant. Voilà. Tu peux prendre encore 10 minutes, un quart d'heure. Je peux prendre, mais là, mais je vais laisser les gens maintenant un peu, parce que sans rire, ça fait sérieusement 1 heure que je parle, donc je vais peut-être maintenant, je vais arrêter. Encore 10 minutes, un quart d'heure, on n'a pas trop de temps pour l'enchaînement du débat, mais profitez de ce quart d'heure. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions maintenant, posez-les. S'il n'y a pas de questions, c'était parce que c'était trop rapide. Ah merde, va falloir que je complexifie le discours. Moi j'ai une question. Ah oui. Tout ce que vous venez de dire, ça relève d'un travail immense de recherche en archives, etc. Ouais. etc. Donc vous avez passé. Depuis combien de temps vous travaillez? Voilà, en fait, nous on travaille depuis 1 an et demi dessus, hein, d'accord. Donc c'est pas, en fait, et le truc c'est que, attention, nous on le dit bien, c'est très important de comprendre que ça, c'est pas, on n'a pas fait. De toute façon, on peut jamais faire un travail exhaustif, d'accord. Hein, mais en effet, bon, voilà, on a un regret. On aurait bien aimé explorer un peu plus l'ère arabe, pour le coup. Mais en l'occurrence, quand on a commencé un petit peu à regarder, on s'est aperçu qu'en fin de compte, même dans l'ère musulmane ou arabe, on parle très très peu de Charles Martel, même aujourd'hui. Hein, par contre, on est tombé, et ça c'est juste après avoir bouclé le bouquin, donc ça c'est un peu couillon, mais on est tombé sur un discours du numéro 2 de Daesh, hein, donc de l'État islamique, qui citait seulement au passage la bataille de Poitiers. Mais il le citait dans une espèce de longue liste de batailles. D'accord, donc, alors le problème c'est qu'il aurait fallu qu'on étudie un par un, il faudrait qu'on le fasse, qu'on étudie un par un tous les discours des mecs de Daesh, d'accord, pour voir si c'est une citation, c'est une référence régulière, pour voir si c'est quelque chose qu'ils emploient très souvent. Mais je pense pas. Je pense pas. Les grandes batailles, y compris le nationalisme arabe. Le nationalisme arabe, sous Nasser par exemple, ils auraient très bien pu prendre la bataille de Poitiers pour dire, vous avez vu, cette fois on a mis la nique aux Occidentaux, d'accord, hein, on les a attaqués. Mais en l'occurrence, ils n'en parlent pas du tout. Le grand mythe politique arabe, médiéval, c'est pas Charles Martel, c'est Saladin. C'est Saladin, c'est la troisième croisade, hein, c'est la victoire de Saladin sur les croisés. D'accord, c'est ça le grand mythe politique arabe, notamment du nationalisme arabe. C'est pas du tout Charles Martel. Donc en fait, quand on creuse un petit peu l'ère arabe, on se rend compte que Charles Martel et la bataille de Poitiers, c'est très 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 secondaire. Mais on aurait aimé un peu plus continuer parce que bon, il faudrait vraiment qu'on creuse de manière un peu plus poussée. Voilà. Les sources espagnoles? Alors les sources espagnoles, il y en a quasiment pas. Alors les sources d'époque, il y en a quelques-unes, hein, donc la chronique mozarabe donc des années 750. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où on voit que c'est bizarre parce que bon, par exemple, les sources espagnoles plus tardives ne parlent pas de la bataille de Poitiers, par exemple. Hein. Et par contre, je vous donne un contre-exemple. Vous connaissez tous la chanson de Roland, donc, qui décrit, donc, a écrit au XIe siècle, qui décrit donc la mort de Roland sous les coups de l'émir, j'ai oublié son nom, mince, donc de l'émir. Évidemment, c'est faux. Hein. Historiquement, Roland s'est battu contre des Basques. Voilà. Mais dans la chanson de Roland, fin XIe siècle, donc les Basques ont été changés en Sarrasins. Et en l'occurrence, il y a une version espagnole du XIIIe siècle qui est écrite de la chanson de Roland, du XIIIe siècle, et qui est écrite par des évêques. Et en l'occurrence, dans cette version, le héros, c'est un chevalier espagnol qui s'allie avec les Sarrasins pour battre Roland. Et c'est écrit par des castillans chrétiens, qui sont des évêques. Donc en fait, en fin de compte, je pense que de leur côté, vous voyez, même pour des évêques, imaginez que même pour des évêques castillans, au XIIIe siècle, en fin de compte, Charlemagne, bon, c'est pas un héros forcément. Donc c'est assez intéressant de voir que, je pense que, j'ai pas creusé tous les textes espagnols du Moyen-Âge, mais je suis quasiment convaincu que la bataille de Poitiers passe complètement à l'as, et si on en parle, c'est pas de manière positive.
Voilà.